Chers professeurs, monsieur le conseiller culturel, chers collègues, nos invités, amis de la Bibliothèque nationale, je suis très contente de vous recevoir et de recevoir aujourd'hui professeur Jacques Livage qui va nous entretenir de chimie douce. Donc, en fin de journée de dur labeur, on va recevoir de la douceur, c'est très bien. Donc, l'aventure avec le Collège de France et les conférences de Collège de France continue. Nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui une spécialité nouvelle et pointue. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est et je pense que nos invités le sont pareillement. Donc voilà, aujourd'hui c'est de chimie que le professeur va nous entretenir et je voudrais inviter dès à présent les collègues ici présents pour nos prochaines conférences. Notre prochain rendez-vous sera pour le mois d'avril et ce sera à propos de l'égyptologie. Pour le mois de mai, ce sera de la sériologie et le mois de juin, nous finissons l'année avec la génétique. Voilà. Merci d'être là et bonne soirée. Merci. Merci Madame Samira Kamarti, directeur général de la Bibliothèque nationale, pour l'accueil chaleureux pour cette conférence débat. Alors je vous prie de bien vouloir allumer vos portables à la fin de la conférence. Elle est au début. Et voilà, je remercie l'ambassade de France et en particulier l'Institut français de coopération pour avoir programmé et organisé ces conférences en Tunisie. Aujourd'hui, c'est le tour du professeur Jacques Livage qui va nous parler pour sa deuxième conférence « La couleur dans les verres et les céramiques ». Je tiens à le remercier pour avoir accepté à ce cycle de conférences débat. Cela n'est pas étonnant de sa part, puisqu'il a passé les premières années de son enfance en Tunisie et il est resté attaché à notre pays et en particulier à sa maison qu'il a visitée cet après-midi, la maison de son enfance. Voilà, je vais vous parler, je vais vous présenter l'essentiel de son parcours scientifique. Monsieur le professeur Jacques Livage est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de chimie de la matière condensée. Et il est né à Paris, diplômé de l'École nationale supérieure de chimie, donc il est ingénieur. Il est aussi licencié en sciences physiques. Il est docteur en sciences de l'Université de Paris 6. Le professeur Jacques Livage a commencé comme assistant, puis maître assistant à l'École nationale supérieure de chimie de Paris et nommé professeur à l'Université de Pierre et Marie Curie. Il est membre de l'Institut universitaire de France. En 2001, il est nommé professeur au Collège de France. Le professeur Jacques Livage a eu de nombreux prix et distinctions, tels que la médaille de chimie minérale de l'École nationale de chimie de Paris, la grande médaille de la Société d'encouragement pour l'industrie, la grande médaille de la Société française de métallurgie et de matériaux, le prix de l'Académie des sciences, le prix du comité de rayonnement français. Il est membre de plusieurs académies telles que l'Académie des sciences, l'Institut de France, the World Academy of Ceramics, the Indian Academy of Science. Le professeur Jacques Livage a participé
à de nombreuses actions de coopération internationale, en particulier avec le Maghreb. En Tunisie, ces actions ont contribué à la formation doctorale de nombreux chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Plusieurs équipes de recherche en Tunisie de différentes spécialités utilisent maintenant la chimie douce et les procédés Sol-Gel pour élaborer leurs matériaux. Le professeur Jacques Lévage est l'initiateur de la chimie douce. La chimie douce s'inspire de plusieurs processus de biominéralisation pour synthétiser des verres ou des céramiques directement à partir de précurseurs moléculaires en solution et non plus avec des poudres. Il a développé le procédé Sol-Gel afin d'élaborer des matériaux originaux qui ne peuvent pas être obtenus par les voies classiques de la chimie du solide. Cette nouvelle chimie met en jeu des réactions de polymérisation minérale analogues à celles qui sont utilisées pour former les polymères organiques. Ces réactions étaient ignorées par les chimistes du solide. C'est pourquoi les premiers travaux du professeur Jacques Lévage et de son équipe ont eu pour objectif d'établir les bases d'une chimie de polymérisation minérale appliquée aux oxydes d'éléments de transition. Les procédés Sol-Gel présentent de nombreux avantages par rapport aux procédés classiques des matériaux, tels que la synthèse chimique des matériaux sur mesure, l'élaboration directe à partir de solutions, la réalisation de matériaux hybrides organominéraux, la compatibilité des verres et des céramiques avec les organismes vivants. Depuis quelques années, le professeur Jacques Lévage consacre l'essentiel de ses travaux à l'immobilisation d'enzymes, d'anticorps et même des cellules vivantes au sein de matrices de silice. Les espèces encapsulées conservent leur activité biologique et peuvent même être améliorées en jouant sur la nature chimique de la matrice. Les études actuelles portent sur la viabilité des bactéries immobilisées dans un gel de silice afin de réaliser des biocapteurs et des bioréacteurs. Le professeur Jacques Lévage a à son actif plus de 8 brevets, plus de 400 publications, de nombreux ouvrages scientifiques tels que la chimie théorique, la chimie de la matière condensée, de la solution à l'oxyde et plus de 140 conférences invitées. Je vous remercie. Je vais passer la parole au professeur Jacques Lévage et je remercie le public pour assister à cette conférence. Ça ne peut qu'encourager les organisateurs et les gens, les organisateurs, la bibliothèque, l'Institut français, etc. Merci. Bien, merci professeur Lévage. Maintenant, on va passer aux questions sur le jeu du feu et de la lumière. De la lumière et du feu. Voilà. La parole est à vous. Comment ? Le feu et la lumière, c'est ouais. un beau programme. Alors, hier, vous nous avez montré des colorations à base du gel silicieux. Oui. Et aujourd'hui, moi, je m'attendais à voir un peu plus sur ce procédé. Alors, non, j'en ai parlé hier, je n'ai pas développé, on pourrait le faire. L'intérêt, le gel de silice n'a pas de couleur, hein, comme le vert qui est ici. Et les électrons ne bougent pas, il n'y a pas de couleur. Par contre, ce que j'avais dit, c'est qu'avec la chimie douce, on pouvait rendre compatible l'organique et le minéral, voire même le biologique et le minéral. Donc on peut, dans des verres de silice maintenant, par ces procédés de chimie douce, mettre des colorants organiques. C'est pour ça que j'ai évoqué que le cas échéant, on peut mettre ces diodes d'électroluminescence.
On peut même mettre de la luciférase et faire de la bioluminescence. Hein. Donc faire des films, etc. Mais si vous voulez, dans ce cas, la couleur, ce n'est pas la silice. La silice sert simplement de support, hein, mais n'est pas... Donc là, j'ai plutôt consacré sur la couleur dans les verres et les céramiques classiques, je dirais. Hein. Mais est-ce que ce nouveau procédé est déjà appliqué dans l'industrie ou dans... Oui, tout à fait. Alors j'avais montré hier des exemples pour faire des revêtements colorés sur des vitrages, sur des verres. Il y avait les verres et puis il y avait les bouteilles. Hein, donc on peut faire. Alors je ne pense pas qu'on fasse des bouteilles de bière ou de choses comme cela, mais par contre des flacons de parfum. Parce que dans le parfum, on cherche l'esthétique, le prix n'est pas trop important. Donc pour le moment, c'est plutôt dans ce domaine-là qu'on pourrait trouver. Mais faire des revêtements, où vous le trouvez, c'est les revêtements des vitrages des bâtiments. Hein. Alors ce n'est pas forcément des couleurs, mais c'est aussi des histoires d'anti-reflets, de reflets. Les vitrages, là, les bâtiments modernes avec plein de vitrages qui ont des reflets bleutés, etc., c'est des TiO2 et des choses comme ça qui ont été déposés par Sol-Gel, entre autres, sur ces vitrages-là. Donc les Sol-Gel sont disponibles à l'industrie, oui. dans l'industrie. Il y a un certain nombre de verriers dans le monde qui les utilisent, pas tous. Saint-Gobain, par exemple, n'utilise pas. Hein. Mais il y a d'autres verriers en Allemagne, au Japon, en Chine, en Angleterre, je crois, qui utilisent ces procédés-là pour donner, alors je ne dirais pas une couleur, mais un effet optique au vitrage. Merci. Excusez-moi, quand vous avez parlé de façon simple des couleurs fondamentales, vous avez dit le rouge, le bleu et le vert, et d'habitude on dit le rouge, le bleu et le jaune. Non, c'est rouge, bleu et vert, je crois, hein, le trichromisme. Parce que si on mélange donc le bleu et le jaune, on a le vert, pourquoi on ne prendrait pas ça comme fondamental? C'est toujours la question que je me pose, donc allez vous la poser. Non, moi je ne sais pas très bien, mais enfin expérimentalement c'est vrai, quand on mélange du bleu, du rouge, du vert, on fait tout. Alors la raison physiologique, je pense que c'est que dans notre œil, on a 3 types de cônes qui sont sensibles au bleu, au rouge, au vert. Donc ce que vous voyez ou moi, c'est la somme de rouge, de bleu, de vert. On n'a pas, évidemment, il y a des milliers de couleurs différentes. On n'a pas des milliers de cellules capables de distinguer des couleurs, on n'en a que 3. Et donc, on ne voit, nous, que la somme de ces 3 couleurs. Et donc, quand vous voyez du jaune, en fait, ce que vous voyez, c'est vous analysez du bleu, du rouge et du vert dans votre œil. Donc c'est le trichromisme, je n'ai pas du tout développé, c'est une histoire, qui a été découvert à ma connaissance d'abord par des imprimeurs, qui se sont aperçus que pour imprimer des couleurs, ils n'avaient pas besoin d'avoir des palettes extraordinaires, pour un imprimeur ce serait dramatique, mais qu'avec 3 couleurs, ils pouvaient. Et c'est bien longtemps après, alors que des physiciens ont montré qu'on pouvait avoir des synthèses additives de 3 couleurs, et qu'ensuite on a trouvé que dans l'œil, il n'y avait effectivement que 3 types de cellules sensibles au bleu, au rouge, au vert. Sur l'appareil à photocopie, on trouve le bleu. Sur les photocopieurs de couleur, on trouve le bleu, le rouge et le jaune. Vous êtes sûr? Dans les imprimantes, c'est bleu, rouge, vert. Hein? C'est plutôt le... Il y a écrit jaune. Le magenta et le jaune. Oui, alors quand je dis rouge, oui, il y a le cyan, je ne sais pas... Le magenta et jaune, c'est pour l'imprimerie. Oui. Et pour la photo, par exemple, c'est les couleurs RGB, rouge, vert et bleu. Alors, il y a plusieurs référentiels dont je n'ai pas du tout parlé. Si ça vous intéresse, c'est très bien fait. J'ai fait un cours au Collège de France là-dessus et c'est sur le site du laboratoire. Donc vous pouvez trouver tout ce qu'il y a dessus. Alors en imprimerie, il y en a 4, parce qu'on rajoute le noir. Le noir, Ouais. oui. C'est-à-dire quand c'est des pigments, c'est le cyan, magenta et jaune. Et quand c'est de la lumière, pour la photo, Donc c'est je le n'ai pas rouge, vert et distingué les synthèses additives et soustractives. C'est ce ça. dont vous êtes en train de parler. Vous ne voulez pas faire quelque chose de trop compliqué. Mais enfin, avec 3 couleurs, c'est le diagramme trichromatique. Avec 3 couleurs, on peut refaire toutes les couleurs et même mesurer, c'est-à-dire savoir exactement à l'intérieur de ce diagramme où on se trouve. Ce que l'œil ne sait pas faire. L'œil, il voit une sensation. Hein. Et c'est extraordinaire d'ailleurs. Moi, ça m'épate qu'on arrive à voir toutes les couleurs avec 3 couleurs. Ouais. C'est vrai, oui. Alors ça peut être un jeu de 3 couleurs, comme vous avez dit, il y a plusieurs types de référentiels possibles. Donc, on a bien compris que par l'ajout de l'atome lourd du plomb, le cuivre, il développe le vert. Et quand on change, c'est plutôt le bleu, comme vous avez montré. Oui. Peut-on aider ou imiter la couleur du cuivre sans utilisation de plomb?
Attends, j'ai pas bien compris. La question, Le verre c'est de quoi? cuivre qu'on obtient en basse température dans la céramique que vous avez présentée et que je en Tunisie, Oui. peut-on le reproduire sans utiliser le plomb? Sans utiliser le plomb? Oui. Vous pensez aux céramiques, les lustres polychromes dont j'ai parlé, c'est celle-là de Kairouan ou bien? Je pense aussi à la céramique de Tunisie, de Nabel, qui consomme et développe cette couleur en utilisant le plomb. À mon avis, ce que va donner, je ne suis pas un grand spécialiste, hein. Je connais plus l'aspect scientifique que l'aspect, je dirais, technique, artisan. À mon avis, quand vous mettez du plomb dans ces affaires-là, c'est du blanc de plomb que vous mettez. Oui, c'est plutôt pour augmenter la réflectivité, c'est-à-dire que vous voyez un vert qui va être beaucoup plus intense. Oui, plus à l'indice. C'est surtout ça, je crois. C'est pas, vous ne changez pas la couleur elle-même, mais plutôt l'intensité de la couleur, que vous voyez par réflexion. Oui, si on change en alcalin, ça devient le bleu que vous avez montré dans les verts. Oui. Oui. Donc, vraiment, c'est une problématique parce qu'utiliser le plomb, ça développe une belle couleur. L'emmètre, ça développe le bleu, ce n'est pas la couleur recherchée. Y a-t-il vraiment une recherche ou une idée de recherche pour substituer cette... Toute sincérité, je ne sais pas répondre à votre question. Ah, d'accord, ok. Merci. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse discuter. Hein? Parce que je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Je ne fais pas de poterie moi-même, de céramique moi-même. Donc je... Oui, tout à fait. Oui. Non, parce que c'est intéressant. Surtout dans le domaine du verre, je connais un peu mieux parce que j'ai beaucoup fréquenté de verriers qui, comme vous, m'ont posé des questions en disant quand je fais ça, voilà ce qui se passe. Donc en réfléchissant, on arrive un peu à comprendre. Comme ça, à brûle pour point, sincèrement, je ne sais pas. Oui. Oui. Bah, vous demandez à Neji ou ici, j'ai laissé ma carte de visite, donc on peut me contacter par courrier électronique sans problème. Et ça m'intéresse, afin d'avoir les questions, justement pour réfléchir. Oui. Et comme application aussi, si vous voulez. Oui. Merci, monsieur, pour cette conférence. J'ai une question assez un peu physique. Quand vous parlez des électrons qui se baladent sur la molécule, donc c'est pas toujours qu'elle émet, parce que des fois elle utilise son énergie comme énergie cinétique, et donc si elle tombe bien sur le niveau d'énergie, c'est-à-dire que la différence donne H nu, et donc il va émettre de la couleur, par exemple le rouge. Mais normalement, la couleur qu'il va y mettre, c'est la couleur qu'on le voit. Par exemple, sur la figure, il y a la couleur, par exemple, soi-disant rouge. Donc, c'est que l'électron, il va émettre des photons de H nu comme rouge. Mais en réalité, les autres couleurs, ils sont absorbées. Et donc, pour l'explication, parce que les électrons, ils vont émettre, absorber. Donc, c'était pas... j'ai volontairement pris une image simpliste qui, quand même, à mon avis, a un avantage, elle n'est pas fausse physiquement. D'accord? Donc, ce que j'ai dit n'est pas faux, c'est simple, c'est voire même simpliste. Alors, pour répondre à votre question, il y a deux choses. Ce que j'aurais dû utiliser, c'est la théorie des bandes. D'accord? Bon, je pense que la moitié de la salle serait partie au bout de 5 minutes. Mais il y a quand même une relation... Quand on fait le passage des orbitales atomiques moléculaires à la théorie des bandes, il y a une relation entre la délocalisation et le gap. Ça, c'est un premier point. Donc, ce n'est pas faux. La quantification étant 1 sur L dans le puits potentiel. Et L, c'est la longueur. Donc, ce n'est pas faux. Alors, pour répondre à votre question, quand on absorbe d'un niveau à un autre et qu'on émet des mêmes niveaux, c'est la même couleur. Ceci étant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que vous envoyez de l'énergie dans votre système qui va monter à un certain niveau. Il y a d'autres phénomènes de relaxation non radiative qui n'émettent pas de lumière, c'est la chaleur. Ça s'échauffe, qui font que le système redescend à des niveaux plus bas et ne va émettre de la lumière qu'à partir d'un certain niveau plus bas. Donc il faut toujours exciter avec une lumière qui a plus d'énergie que ce que vous allez voir. Donc en général, c'est de l'UV. C'est d'autant mieux que l'UV, ça pouvait faire dans le noir, et par conséquent, vous voyez la lumière visible émise. Voir de la lumière visible émise avec une excitation visible, on ne verrait pas grand-chose, ça s'annule. Donc en général, on excite dans l'ultraviolet,
ça redescend par des relaxations non radiatives qui chauffent. C'est le problème des lasers, hein, tout ça. Ça s'échauffe. Et puis, à un certain niveau, ça se met à sauter. Alors, ça peut se montrer, mais je vais le faire. Mais toujours plus bas. Donc, on excite dans l'ultraviolet, on émet dans le bleu, dans le rouge plutôt, typiquement. Hein. Donc, c'est pour répondre un peu à la deuxième partie de votre question. J'ai été volontairement simpliste. Hein. Mais j'aime bien l'image de la longueur de la corde de guitare. J'aime bien. Hein. Parfois même, j'en pense à apporter ma guitare pour faire une démonstration, mais j'ai peur de faire des fausses notes. Bon, pour l'électron qui bouge sur plusieurs centres, d'après les exemples, ce mouvement est unidirectionnel. Oui. C'est toujours comme ça ou il y a possibilité non, unidimensionnel, parce que c'est toujours pareil, c'est plus facile à représenter. C'est le modèle du puits de potentiel en mécanique quantique classique. Hein. Mais ça peut être une boîte de potentiel, auquel cas c'est tridimensionnel. Dans les quantum dots, c'est tridimensionnel, bien évidemment. Oui. Non, c'est toujours pareil, le modèle simple, c'est le modèle à une dimension. Bon, c'est facile à dessiner, à calculer, c'est facile à faire l'analogie avec une corde de guitare. Modèle tridimensionnel, je ne sais pas, bidimensionnel, ce serait une paroi de tambour. Tridimensionnel, je ne sais pas trop quoi, il faudrait prendre un instrument à vent, enfin quelque chose comme ça. Mais oui, bien sûr, ça peut... Enfin, c'est unidimensionnel dans beaucoup de colorants organiques, par contre. Hein. Ou bidimensionnel, tous les colorants benzéniques et toutes ces affaires-là, où c'est des cycles. Hein. Mais enfin, globalement, quand même, la couleur est liée à la longueur. Hein. C'est qualitativement, c'est vrai. Et quantitativement, c'est la quantification en 1 sur L des puits de potentiel pour ceux qui sont physiciens. Quant L, c'est la longueur du puits de potentiel, donc le domaine dans lequel l'électron se déplace. Merci, professeur Livage, pour cette superbe vulgarisation. C'est vrai que ce n'est pas évident, des fois, expliquer des choses vraiment... Il faut essayer d'être lumineux hein, quand on parle très de la intéressant, oui. En fait, vous avez fait le tour et vous nous avez parlé de pratiquement toutes les échanges qu'ils peuvent avoir entre la lumière et la matière pour qu'on ait ces superbes couleurs. J'aurais voulu savoir, je me suis toujours posé la question, quelle est l'origine de la lumière qui est émise par les métaux quand ils sont à leur état d'oxydation zéro, à l'état métallique, cette brillance et cette différence de couleur. Ils n'émettent pas de la lumière, ils sont réflecteurs. Ils réfléchissent la lumière. Qu'est-ce qui fait qu'ils réfléchissent la lumière par rapport aux autres? La raison physique simple, c'est les électrons qui se délocalisent. Dans un métal, les électrons bougent. Ben, ces électrons réémettent la lumière qu'ils absorbent. Ce qu'on appelle l'effet Plasmon, je crois. Hein. Merci. Bon, c'est un peu compliqué sur le plan de la physique. Mais enfin, c'est les électrons qui bougent qui font miroir. Hein. Ça veut dire qu'ils peuvent absorber la lumière et la réémettre aussitôt. Hein, physiquement, c'est ça qui se passe et c'est pour ça que ça réfléchit. Avec ou pas de couleur, selon l'argent, le cuivre, ça ne donne pas les mêmes couleurs. Ça dépend de ce qu'on appelle le niveau de Fermi dans le système. Enfin, c'est un peu compliqué. Là. Mais c'est typiquement parce que les électrons se déplacent. Et plus ils se déplacent, vous avez ça dans les semi-conducteurs aussi, hein. Plus les électrons se déplacent et plus ça réfléchit la lumière. C'est le cas des petites plaquettes de silicium qui ne sont pas un métal, hein, qui sont un semi-conducteur, mais qui réfléchissent pas mal la lumière, alors que le cinabre le réfléchit beaucoup moins. Merci, professeur. Moi, j'aimerais bien savoir la couleur du corail. Parce qu'il y a une combinaison minérale organique et il y a les coraux rouges, il y a même du bleu, et c'est à quoi est due cette couleur? Alors, c'est sûrement, là, je ne sais plus le nom exact, mais c'est sûrement un pigment de nature biologique. Dans le cas la partie minérale, non? Ah non, je ne pense pas. La partie minérale du corail, c'est du carbonate de calcium. Hein, c'est de la calcite, c'est du carbonate de calcium. Mais c'est vrai que le corail, c'est quand même un système qui est assez complexe, où vous avez deux systèmes qui vivent ensemble. Alors un système qui va fabriquer du carbonate de calcium et un autre qui fait de la photosynthèse. Et je pense que c'est ce pigment qui est photosynthétique qui donne cette couleur rouge. Alors ça, j'ai oublié le nom. Là encore, si vous regardez sur le site, j'avais fait un cours. C'est un des intérêts du Collège de France, vous échangez de cours tous les ans. Donc tous les ans faire un sujet nouveau, ce qui fait qu'au bout de 2-3 ans, vous finissez par connaître pas mal de choses. Donc là, il y a un micro-organisme, une algue, enfin je ne sais plus quoi, photosynthétique, qui, à mon avis, contient les pigments rouges en question, je pense. Hein. Et le bleu? Le bleu, je ne sais pas.
Je ne savais pas d'ailleurs que les coraux pouvaient être bleus. Oui. Oui. Ah oui. Sud de la France. Oui. Ah bah, je ne me suis pas baigné dans le sud de la France. Mais il y a je ne sais plus comment on dit, enfin, c'est deux organismes qui vivent en symbiose. Alors l'organisme photosynthétique a pour conséquence de modifier la concentration en CO2 au niveau du corail. C'est ça qui suscite la précipitation du carbonate de calcium. Hein. Mais ça peut être un pigment, les cyanobactéries, ça donne des pigments bleus. Hein. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose de ce style-là. Merci. Merci, professeur, pour votre conférence. Tout d'abord, je voudrais répondre à monsieur qui a posé la question sur la couleur rouge ou la couleur bleue du corail. En fait, effectivement, ce sont des cyanobactéries qui synthétisent un pigment qui s'appelle la conchyoline, et c'est cette conchyoline qui est responsable de la coloration du corail. Ça, donc, c'est une réponse à la dernière question. On apprend tous les deux quelque chose. C'est merveilleux. Je voudrais poser deux petites questions. La première, c'est la méthode ou les méthodes que l'on peut utiliser pour améliorer la couleur du verre. Vous savez donc que dans l'industrie du verre, on peut rater une certaine couleur attendue et pourront améliorer, rehausser cette couleur en se basant sur le traitement thermique. La deuxième question, nous savons qu'en Tunisie, nous avons pas mal de pierres qui ne sont pas tout à fait précieuses, mais qui sont colorées. Et on compte rehausser la couleur de ces minéraux en se basant aussi sur le traitement thermique. Quelle méthode ou quelle technique pourrez-vous nous proposer? Et merci. En toute sincérité, je n'ai pas de méthode générale qui réponde à votre question dans tous les cas. Hein. Que quand on fait une coulée d'un verre, effectivement, ça peut ne pas marcher et on peut ne pas du tout avoir la couleur attendue. Alors pourquoi? Pour tout un tas de raisons, parce que les propriétés redox du four n'étaient pas correctes, la température n'a pas été correcte, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale à votre question. Hein. Je crois qu'à chaque fois, il faut savoir ce que l'on a fait, le pourquoi. C'est là où c'est extrêmement important d'avoir des gens qui ont le métier en main. Hein. Parce que souvent, c'est beaucoup plus du feeling, du doigté, que savoir qu'il faut arrêter la cuisson du four à tel moment, et puis etc. Beaucoup plus que ça, que vraiment de la science exacte. Hein. On peut ensuite, quand on connaît, analyser le système, voir quels sont les paramètres scientifiques. Comme ça, à brûle pour point, moi je ne serais pas capable de le faire. Ça dépend vraiment du système que vous regardez. Hein. La réponse n'est sûrement pas générale, il suffit de. Sûrement pas. Hein. Alors je pense que dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend tout le verre, on le remet en fusion et puis on essaye de récupérer. Hein. Mais je n'ai pas de réponse générale. Hein. Et je ne pense pas qu'il y en ait. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes verrier. Des fours traditionnels qui permettaient d'améliorer la couleur des minéraux. Oui, mais vous améliorez quelle couleur? Enfin, parce que je suppose que ce n'est pas du tout pareil si c'est du bleu égyptien, si c'est du... etc. Non? C'est vrai, hein, c'est vrai qu'en Tunisie, nous n'avons pas une véritable gamme de couleurs dans les minéraux, mais nous avons le gris, nous avons le gris bleu. Parce qu'il y a un paramètre sur lequel vous pouvez jouer avec le chauffage, c'est la taille des grains. Oui. Dans le domaine de la céramique. Si vous faites grossir le grain, donc par un traitement thermique, à ce moment-là, vous aurez une couleur qui sera différente. On l'a vu tout à l'heure pour le bleu égyptien, selon la taille des grains, la couleur ne va pas du tout être la même. Donc on peut récupérer en chauffant, on va faire grossir les grains. Ouais, pour les minéraux, c'est un peu difficile. Hein, quand même. Si c'est une pierre, non, c'est pas possible. Ouais. Mais là, c'est pareil, hein, je ne pense pas qu'on puisse avoir de réponse univoque pour l'ensemble des
systèmes. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je remercie de nouveau le public et je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions et à la prochaine fois. Voilà, merci. Okay.